Bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Bon, bienvenue au deuxième épisode qui traite des deux événements de sport de combat qui va retenir notre attention cette année. Je l'ai fait en deux parties pour que ça soit un peu moins long. Puis vous inciter à les écouter au complet ou à les regarder au complet. Donc, dans le premier épisode, j'ai parlé de. Vous irez voir pour savoir de quoi j'ai parlé. Maintenant, je vais parler du deuxième événement qui va retenir notre attention. Cette fois-ci, en MMA, Mixed Martial Art, ou en français, arts martiaux mixtes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les arts martiaux mixtes, ou les MMA en anglais, juste pour faire simple, c'est on prend tous les sports de combat connus, puis on les intègre ensemble pour en faire une discipline. Dans les arts martiaux mixtes, qu'est-ce qu'il y a dans les arts martiaux mixtes? Premièrement, il y a de la boxe, il y a du kickboxing, il y a du muay thai, il y a de la lutte gréco-romaine, et il y a du jiu-jitsu brésilien. Pour faire vraiment vite, pour comment décortiquer ça, de la boxe, c'est les poings. Du kickboxing, ce sont les poings et les pieds. C'est ce qu'on appelle ça pied-point. Souvent, en langage francophone, on appelle ça du pied-point pour le kickboxing. T'as le Muay Thai, la boxe thaïlandaise, si on peut dire. Mais c'est beaucoup plus que de la boxe et c'est beaucoup plus que du kickboxing. Dans le Muay Thai, en plus des pieds-points permis, t'as droit au coup de genou et t'as droit au coup de coude. Donc, c'est un peu plus, comment dire, violent comme sport. La lutte, ça, ce sont la lutte gréco-romaine, mais on en voit aux Jeux Olympiques. Le but, c'est de prendre ton adversaire, le soulever, l'emmener au sol. Ou le maintenir au sol. Le jiu-jitsu brésilien, c'est une version brésilienne, comment dire, du judo. Parce que ça s'appelle du jiu-jitsu, mais c'est. Il y a un peu de jiu-jitsu original qui est inclus là-dedans parce que comment dire, le jiu-jitsu, c'est du contrôle de personne, le jiu-jitsu. C'est du contrôle d'une personne pour l'emmener, pour pas tasser de toi, l'emmener au sol, ou éviter des coups, puis rouler avec les coups, puis protéger des coups. Mais le jiu-jitsu brésilien, mais ça se fait au sol. Ça commence debout, ça va rapidement au sol. Puis le but du jiu-jitsu brésilien, c'est de faire des prises de soumission, que ce soit, comment dire, avec, que ce soit, excusez-moi, excusez-moi, que ce soit avec, que ce soit avec des prises de poignet, des prises de cheville, des clés de genoux, des étranglements, des torsions du bras, des prises de l'ours dans le bas des lombaires. Euh, il, y a, il y a des centaines et des centaines de prises de soumission que tu peux faire en jiu-jitsu brésilien. Puis le but, c'est que ton adversaire abandonne, soit qu'il tape, puis s'il ne tape pas, mais l'arbitre, il va voir que la prise c'est vraiment est bien maintenue, puis il va arrêter tout simplement euh, le combat. Mais normalement, en jiu-jitsu brésilien, quand la prise est bien appliquée, tu peux facilement briser le membre d'une personne ou, comment dire, lui faire perdre connaissance. Donc, les gens, d'habitude, abandonnent assez rapidement. Quand, quand ils voient qu'ils sont pris, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, ils abandonnent. Ou ceux qui n'abandonnent pas, mais malheureusement pour eux, ils se font blesser très gravement. Ici, c'est une prise d'étranglement, mais tu perds connaissance, donc c'est l'arbitre qui arrête le combat pour toi. Donc, c'est ça les arts martiaux mixtes. Puis quel combat qui va, selon moi, attirer notre attention?
en cette mi-année 2020 et qui, selon moi, sera le combat de l'année. Car les autres grosses vedettes de la compagnie ne sont pas là présentement. John Jones Jr., l'ancien champion des Mélos, a pris une semi-retraite et a abandonné son titre, donc il n'est plus là. Khabib Nurmagomedov, le champion des 155 livres, a pris une pause pour le Ramadan. Puis après, puis en plus, il vient de perdre son père qui est décédé du COVID. Dans le fond, son père est décédé de complications dues au COVID. Donc, présentement, je crois que Habib, présentement, il y a d'autres choses à fouetter que s'entraîner ou se battre pour défendre sa ceinture. Qui sont les autres grosses vedettes de la compagnie? Conor McGregor, qui est la vedette numéro 1 de la compagnie, est en semi-retraite encore une fois. Donc, lui non plus, il ne sera pas disponible pour un certain temps. Donc, t'as Jorge Masvidal, qui est une autre vedette de la compagnie, qui s'est battu il y a quelques semaines, puis il a perdu son combat de championnat. C'est un combat de championnat chez 170 livres. Il a été défait par le champion Kamaru Usman. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Donc, il faut aller la regarder ou écouter cet épisode. Car allez voir sur ma chaîne ou sur mon podcast, sur une plateforme de streaming, et vous allez retourner cet épisode-là. Donc, Jorge Masvidal n'est pas disponible. Et qui reste? Une des vedettes montantes, des vedettes montantes de l'organisation. Le néo-zélandais nigérian d'origine, Israël, de Last Style Bender Adesanya, qui est le champion des 185 livres, middleweight, qu'on dit en anglais, ou mi-moyen, va mettre sa ceinture des 185 livres du UFC en jeu contre le très dangereux Paulo The Eraser Costa. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire Eraser, ça veut dire l'effaceur. Si je ne me trompe pas, ce surnom provient d'un film d'Arnold Schwarzenegger qui se nommait d'ailleurs The Eraser ou l'effaceur. Puis là-dedans, c'est un agent de la CIA, je ne me trompe pas, qui avait comme mission d'effacer des témoins gênants pour le gouvernement américain ou protéger des témoins importants. Donc, c'est ça. Donc, le surnom des Eraser, c'est de là qui vient. Donc, pour faire un petit tale of the tape de nos deux protagonistes, une petite description. Israël Adesanya a 31 ans, il mesure 5 pieds 4 pouces et possède 81 pouces de portée. Lui, en MMA, il a 19 victoires, 0 défaites. Et au UFC, il a 8 victoires, 0 défaites, dont 3 par KO et 5 par décision majoritaire. Puis avant ça, il a eu une carrière très fructueuse en kickboxing. 80 combats en tout, 75 victoires, 5 défaites, dont une défaite par KO. Puis en kickboxing, il s'est battu chez les lourds légers et chez les poids lourds. Maintenant, il se bat chez les moyens en MMA. Puis il s'est essayé en boxe aussi. Il a effectué 6 combats. Là-dedans, il a eu 5 victoires, une défaite. Donc, lui, il est au UFC depuis pas très longtemps. C'est pour ça que sa sensation était vraiment fulgurante. Il s'est battu très souvent en très peu de temps. Ça fait moins de 3 ans qu'il est au UFC. Donc, c'est pour ça que sa sensation était fulgurante. Il a affronté ses adversaires back-to-back. Puis toutes des victoires très éclatantes. Donc, c'est pour ça que. Puis il y a un style très spectaculaire. Il y a un jeu de pied exceptionnel, un jeu de tête, il y a un fight IQ
genre, comment je peux dire, c'est quoi un fight IQ? C'est un quotient intellectuel de combat, c'est-à-dire sa capacité d'analyser le combat sur place, pendant qu'il se bat, est vraiment très élevée. Donc, c'est ce qui fait qu'il subit très peu de dommages durant ses combats. Puis, c'est pas un combattant qui va rester devant toi pour te laisser le frapper. Donc, il est très difficile à te toucher. Puis, sauf que lui, étant donné sa portée, étant donné son physique, c'est un grand élancé, il peut te toucher il peut te toucher sans être proche de toi. Que ce soit par coup de pied, par coup de poing, par coup de coude, par coup de genou. Donc, ça en fait un combattant très dangereux. Puis, il y a une très bonne défense contre les amener au sol. Puis, si tu l'amènes au sol, il est capable de se débrouiller. Donc, on pourrait dire que c'est un combattant quand même complet. Quand même complet. Même s'il préfère se battre debout, il n'a pas peur de se battre au sol, puis il est capable de se défendre si tu l'amènes au sol. Qui on a devant lui? On a Paulo, The Eraser Costa. Qui est-il? Lui, c'est un combattant d'origine brésilienne. Puis, lui, comment dire? Il est compliqué. Il est très compliqué. C'est un bulldozer. C'est un tank. Il mesure 6 pieds. Il possède 72 pouces de portée. Si je ne me trompe pas, il est âgé de 28 ans, si je ne me trompe pas. Il se bat lui aussi chez 185 livres. Mais attendez, il fait le poids à 185 livres, mais le soir du combat, parfois il avoisine les 215-220 livres. Et lorsqu'il n'est pas en train de couper du poids, en camp d'entraînement, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui pèse aux alentours de 230 livres, et pas avec beaucoup de gras. Donc, vous imaginez un peu le molosse. Pour le sport de combat, c'est sûr que pour quelqu'un normal, 6 pieds, 230 livres, c'est pas énorme, sauf si tu es en très bonne forme physique, ça peut être costaud, mais c'est pas énorme. Comment je peux dire? Mais en termes de arts martiaux mix, sport de combat, c'est très gros parce que les combattants d'habitude ne sont pas des gens énormes. Ceux qui sont gros souvent sont gras. Ceux qui sont musclés ont surtout des physiques athlétiques. Donc, Paulo Costa, c'est un monstre. Puis Paulo Costa, lui, en MMA, il est invaincu. Il a 13 victoires en MMA. Puis il y en a 5 au UFC, dont 4 par KO. Donc, 5 victoires au UFC, 4 victoires par KO. Puis c'est quand que Paulo Costa a commencé à se faire un nom. C'est quand il a battu Johnny Hendricks par knockout au deuxième round, si je ne me trompe pas. Alors que Johnny Hendricks était l'ancien champion des 170 livres, qui avait eu la mauvaise, très mauvaise idée de monter de catégorie, étant donné qu'il avait de la difficulté à faire le poids de plus en plus à 171 livres, le poids limite de sa catégorie originale. Donc, il a décidé de, comment dire, plus de coupe de poids, je vais me battre à une catégorie supérieure. Ça ne s'est pas très bien passé pour M. Hendricks. Il s'est fait rouler dessus par Paulo Costa. Puis ça a été. À partir de là, les gens au UFC et les spectateurs ont vu qu'on avait un homme très dangereux. Donc, les deux derniers combats de Paulo Costa ont été contre Uriah Hall, si je ne me trompe pas, qui est lui aussi un artiste du knockout, qui était un spécialiste du Muay Thai. En passant à Paulo Costa, ses disciplines de prédilection, c'est le Muay Thai et le Jiu-Jitsu brésilien. Donc c'est ça. Désolé de ne pas l'avoir précisé avant. Donc c'est ça.
Paulo Costa a affronté Rui qui est un spécialiste du knockout. Et ça a été. Il y a eu des feux d'artifice. Même que Costa s'est fait coucher. Il a été ébranlé. Il s'est relevé. Puis il a réussi à passer le KO à Rui de manière. C'était un énorme KO. Puis c'est pas un KO que Rui a perdu connaissance, c'est un KO que Rui s'est dit j'en ai eu assez, j'en veux plus. On va passer à un autre appel. C'est vraiment un KO que tu as vu, Rui, son expression, son non-verbal voulait dire ouf! Ouais. Dans quoi je me suis embarqué? J'en ai assez eu. On va passer. Ça sera pas une prochaine fois. Et ensuite, le dernier combat que Paulo Costa a eu, c'est contre un autre Golgoth de la galerie, Yoel Romero, qui s'était battu à ce moment-là 2 fois pour la ceinture, 2 fois contre l'ancien champion de la catégorie, Robert Whittaker. C'était 2 défaites controversées, dont la deuxième, pour moi, c'était un vol. La deuxième, c'était un vol. Yoel Romero avait remporté le combat, mais les juges en ont décidé autrement. C'est peut-être aussi le fait que Yoel Romero n'avait pas fait le poids, puis ça aurait mal paru d'avoir un champion un champion sans ceinture, parce que quand tu fais pas le poids, tu vas combattre le championnat, mais même si tu remportes le combat, tu n'auras pas la ceinture. Donc, je dis ça, mais je dis rien. Dans le premier combat, c'était serré. Ça aurait pu être d'un bord puis de l'autre. Mais le deuxième, moi, Romero avait remporté le combat. Donc, c'est ça. Donc, le combat entre Yoel Romero et Paulo Costa. Le premier round est allé du bord de Costa. Les deux ont subi des flash knockouts, les deux. Un flash knockout, c'est que tu reçois un coup, t'es chambranlant, des fois tu vas déposer un genou à terre, mais tu vas te relever tout de suite. Donc, les deux ont subi des flash knockouts. Puis, ils ont tenu un coup. Puis, c'est Costa qui a donné les meilleurs coups. Donc, le premier round est allé à Costa. Mais le round 2 et 3, Yoel Romero a donné les meilleurs coups. Il a même lutté dans ces rounds-là. Donc, puis c'est lui qui a mis la pression. Puis il s'est bien déplacé. Puis tous les coups que Costa a envoyés dans ces rounds-là, Romero, il a évité ou a roulé avec. Donc, moi, je donne la victoire à Romero. Mais la victoire était à Costa. Donc, c'est Paulo Costa qui se retrouve avec la chance au titre. Puis, entre-temps, Israël Adesanya a défait le champion de catégorie, Robert Whittaker, par KO au deuxième round. Donc, puis avant ça, pour se mériter une chance au titre, il avait défait Kelvin Gastelum, qui était aspirant numéro 3, je ne me trompe pas, la ceinture, 3 ou 4, dans un combat chaudement disputé, dans lequel Adesanya est sorti victorieux. Il a remporté la ceinture intérimaire et il est allé affronter Robert Whittaker et il a gagné le combat pour devenir champion incontesté des 185 livres. Donc, mes pronostics pour ce combat-là, la portée du bord d'Adesanya. La portée du bord d'Adesanya a une portée de 81 pouces. Costa a une portée de 72 pouces. Adesanya fait 6 pieds 4. Fait 6 pieds 4. Costa fait 6 pieds. Donc, la portée est du bord d'Adesanya. Mais, Adesanya, c'est quelqu'un qui est habitué de rouler avec les coups, de ne pas rester devant son adversaire et de bouger beaucoup. Mais Costa, c'est un gars qui est censé. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il envoie tout ce qu'il peut. Lui, il t'envoie tout ce qu'il te peut, puis il a une très belle technique. C'est pas du tout un bourrin, là. Il a une très belle technique. C'est beaucoup des crochets, des gros crochets, mais il réussit souvent à toucher la cible. C'est des crochets, des directs. Il y a pas beaucoup. Il y a un peu de jab, mais c'est beaucoup des crochets, des directs, un peu de jab, et des kicks, et des coups de genoux, puis des coups de coude s'il peut. Puis lui, il t'envoie tout ce qu'il peut. Puis chaque coup qu'il t'envoie, c'est pour faire mal. Puis il ne recule pas. Il avance tout le temps. Il est toujours en train d'avancer.
Puis il avance jusqu'à temps que tu sois plus capable d'encaisser puis prendre les coups. Puis, quand je peux dire, je pense que Adesanya n'aura pas le choix d'engager. Il ne pourra pas se déplacer constamment parce que Costa va toujours être devant lui. Il va toujours être devant lui. Puis si Adesanya fait juste se déplacer, puis éviter les coups, puis tenter de ne pas être une cible facile pour Costa, il va se fatiguer, puis Costa va en profiter. Donc, c'est pour ça que, selon moi, c'est le combat le plus compliqué de carrière d'Adesanya. Parce que Costa, c'est un monstre, c'est un cogneur, c'est un cogneur qui frappe extrêmement fort. Contre Whittaker, oui, Whittaker, c'est un gars qui met beaucoup de pression, ancien champion de catégorie. Et Whittaker n'a pas la force de frappe de Paulo Costa. Robert Whittaker, ancien champion de catégorie, que Adesanya a battu pour devenir champion, n'a pas la même force de frappe que Paulo Costa. Parce que Paulo Costa, c'est un goth, c'est un tank, il frappe sec, fort, il est toujours devant toi, il ne recule pas, puis il envoie tous les coups qu'il peut. Donc, Adesanya n'aura pas le choix d'échanger. Puis c'est pas le genre de combat qu'Adesanya aime. Adesanya aime lorsque c'est lui qui contrôle les échanges, aime lorsque c'est lui qui dicte l'allure du combat. Puis contre Costa, il ne pourra pas faire ça. Parce que Costa, c'est l'agresseur. Donc, Adesanya. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'Adesanya, c'est un excellent counter-puncher. C'est-à-dire un contre-attaquant. Puis Adesanya a défendu son titre contre Yoel Romero, justement. Puis, comment dire, il y a quelques coups de Romero qui sont rentrés, puis Adesanya, je pense qu'il a montré qu'il avait une bonne mâchoire, puis qu'il avait un corps solide, puis qu'il était capable d'en prendre. Mais Romero n'a pas le volume d'un Paulo Costa. Romero, c'est un gars qui réfléchit beaucoup, puis il lance pas de coups pour rien. Puis quand il lance un coup, c'est à cause qu'il pense qu'il t'a piégé, puis qu'il va te faire mal. Tandis que Paulo Costa, lui, il te piège en te bombardant de coups. C'est pas il te regarde et il attend, non. Il avance sur toi, il envoie des coups, puis il va te piéger. Il va te piéger comme ça. Donc, moi, j'ai deux scénarios. J'ai une victoire de Desania parce qu'il va avoir réussi à bien gérer ses émotions, puis à bien contre-attaquer. Et il va frustrer, il va frustrer Costa. Puis si, comment dire, Adesanya réussit à bien s'en sortir après le premier round sans trop de dommages, et même passer le deuxième round sans trop de dommages, à partir du troisième round, je crois que Costa, ça va être. Il n'y aura plus de jus. Moi, je crois que Costa n'aura plus de jus. Puis je crois que ça va être la stratégie Adesanya. Ça va être, oui, d'engager, mais d'y aller en contre-attaque. Puis laisser Costa venir à lui, se brûler, éviter des coups. Puis je crois que ça va être la stratégie du Canada Adesanya. Puis si Costa ne réussit pas à faire mal à Adesanya très rapidement dans le combat, il va se frustrer, puis il va se brûler. Mon autre scénario, c'est que Costa réussisse à piéger Adesanya, puis Adesanya ne réussisse pas à bien gérer les échanges, puis il y a des coups qui réussissent à passer, puis que Costa passe le KO à Adesanya. Donc, j'ai deux scénarios. J'ai une victoire d'Adesanya par décision, ou peut-être sinon, j'ai une victoire de Costa par knockout. Ce sont les deux scénarios que j'ai, puis je vous ai expliqué pourquoi. Puis c'est pas ce que moi je souhaite ou ce que. Non, moi, comment dire, ce ne sont pas mes opinions personnelles, ce sont mes analyses. Puis si vous avez une autre opinion, ben, je vous invite à en faire part. Puis si vous me regardez sur YouTube, ben, vous pouvez venir poser un commentaire. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, n'hésitez pas. Aussi, vous m'écoutez à partir de, comment dire, d'un site de streaming,
Mais vous pouvez, comment dire, vous pouvez m'écouter sur un site sur un des sites sur une des plateformes de streaming que je vous ai nommé. C'est-à-dire Spotify, Google Podcasts, Balado Québec, PodCloud, Apple Podcasts ou iTunes. Puis ensuite, vous pouvez venir sur YouTube. J'ai un lien vers mon compte Facebook. Puis vous pouvez venir m'écrire un message en privé. Ou vous pouvez écrire un commentaire sur ma chaîne YouTube. Donc moi, je suis ouvert à la discussion. Puis je veux voir c'est quoi vos opinions par rapport à ce combat-là. Donc, je peux me tromper, là. Je prétends pas détenir la vérité, mais je pense que je suis assez bon pour analyser les choses. Puis moi, c'est l'analyse que je fais de ce combat-là. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous dire, si vous venez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à la partager et à poser un commentaire. Si vous me suivez sur une plateforme de streaming ou de téléchargement qu'on appelle en français, allez sur, allez sur mon podcast et cliquez sur suivre. Ça veut dire que vous allez devenir un abonné. Puis comme je vous dis, moi ce podcast-là, j'ai fait pour moi, je fais pour vous aussi. Puis c'est un objet de partage. On est tous là-dedans, dans cette expérience-là, dans cette aventure-là. Donc plus vous allez participer, plus vous allez être nombreux à participer à ma chaîne, à mon podcast, plus on va grossir, plus on va donner une belle communauté, puis plus on va pouvoir échanger plein de choses. Donc, comment je peux vous dire ça? C'est ensemble qu'on va faire grossir ce podcast-là. Puis c'est pas pour rien que ça s'appelle de moi à vous, parce que c'est moi qui fais le podcast, mais vous pouvez participer. Aussi, je tenais à dire que prochainement, je vais commencer à faire des entrevues. Je vous dis pas dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais je parle prochainement. La chaîne est jeune de 2 semaines. Le podcast est jeune de 2 semaines. Donc, chaque chose en son temps. On avance tranquillement, mais on avance. Puis je prévois faire des entrevues très prochainement. Donc, restez à l'affût. Il va y avoir plein de sujets intéressants qui vont être abordés. Donc, restez à l'affût. Continuez à m'encourager. Continuez à participer. Puis, vous allez voir. Ça va bien aller. Puis aussi, je voulais dire, si vous me suivez sur Spotify, j'ai des listes de lecture de musique qui sont publiques. Vous avez juste à écrire Sonny Lub, Sonilub, puis vous allez trouver mes listes de lecture de musique que j'ai concoctées. Dans plein de styles de musique variés, allant du hip-hop à la musique afro, beat, au R&B, au rock, au new metal, à la techno, à la dance. Donc, il y en a pour tous les goûts. Donc, vous irez jeter un coup d'œil. Puis, vous irez vous abonner aussi également. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Lubaki. C'était le deuxième épisode pour, pour parler des 2 événements qui vont retenir l'attention du public pour ce qui a trait du sport de combat cette année, alors qu'on approche lentement mais sûrement de la fin de l'année 2020. Ça a vraiment passé vite, je sais. Parlez-moi-en pas, ça a vraiment passé vite. J'ai pas vu le temps passer, moi non plus. Donc, j'espère que vous avez été divertis. Puis, j'ai un autre épisode ça fait déjà 2 épisodes que je fais cette semaine. Si le temps me le permet, j'ai un autre épisode que je vais sortir d'ici la fin de la semaine. Donc, restez à l'affût. Et vous verrez qu'est-ce qui va se passer. Donc, merci de m'écouter. Merci de m'encourager. Merci à mes abonnés. Et merci à mes futurs abonnés. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et
c'était le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out!